Mme Emmanuelle Boulfoy. Alors, Emmanuelle est ici depuis 2000. Hein? Alors, ça fait 18 ans. Emmanuelle, c'est notre experte en écologie forestière appliquée, en agroforesterie. J'aimerais que vous nous parliez des beaux panneaux que vous avez ici. Est-ce que vous faites des activités de formation avec? Comment ça fonctionne? Oui, mais en fait, on fait de la sensibilisation chez les producteurs agricoles de la région de Québec. Okay. Ce projet-là a eu lieu sur la côte de Beaupré. Puis, en fait, on a essayé de promouvoir la présence de l'arbre en milieu agricole sous forme de haies brise-vent, sous forme d'aménagement favorisant la biodiversité. Donc, par exemple, des groupes d'arbustes qui favorisent les insectes pollinisateurs. Puis, ces panneaux ont été distribués à chaque producteur partenaire chez qui on réalisait ce type d'aménagement. Puis, ils sont généralement bien fiers d'avoir ce type d'information. Puis, en fait, la demande est venue d'un producteur qui nous a dit, chez qui il y a de l'autocueillette de pommiers. Et il nous a dit, moi, j'aimerais ça expliquer aux gens pourquoi je plante des haies brise-vent. Donc, pourriez-vous nous développer du matériel qui permette d'expliquer à monsieur, madame, tout le monde qui vient cueillir des pommes à quoi servent des haies brise-vent ou des bandes riveraines. Donc, c'est dans ce contexte. C'est drôle, il y a quelques mois, j'ai fait un reportage justement avec des conseils de bassin versant qui faisaient l'éloge de ce genre de choses-là. Effectivement, ça se répand de plus en plus. Hein? Oui. Puis, en fait, le MAPAC a des mesures incitatives, des mesures financières incitatives pour financer certains aménagements. Donc, c'est dans ce contexte-là que les OBV, le CERFO... D'ailleurs, on travaille en collaboration avec des OBV sur ce type de projet aussi. Directement voir le producteur ou si vous allez voir plus les conseils de bassin versant, vous essayez d'aller plus au niveau régional? Ça dépend. Je dirais qu'il y a un projet sur l'île d'Orléans où on travaille vraiment avec des agronomes. Donc, eux nous introduisent chez leurs clients, puis on travaille vraiment en partenariat avec les agronomes. Sur la côte de Beaupré, on a fait un premier projet en agroforesterie avec un producteur. Là, c'était plus un projet de recherche où on voulait tester différents cultivars d'argousiers, de peupliers hybrides, voir l'effet que les arbres avaient sur la protection de ces cultures. Puis, on est rentré dans la région, je dirais, grâce à ce monsieur qui était sur le CA du syndicat de base de l'UPA. Okay. Et puis après, de fil en aiguille, on a rencontré d'autres producteurs par des réunions de l'UPA. Puis c'est comme ça qu'on a fait la promotion du projet, puis qu'on est allé chercher des partenaires. Avant de passer au prochain chapitre, j'aimerais qu'on parle aussi d'en haut. Hein? Oui, c'est vraiment extraordinaire. Vous parliez du bois tantôt, mais c'est tellement bien intégré. Là. Oui, c'est spécial. Hein? Et vous savez, je dois le dire, là, quand on a les plans du bâtiment, on les a revus comme une dizaine de fois au départ avec le premier plan d'architecte. Oui. Et moi, ça a été un combat de chaque réunion de m'assurer qu'il y ait des éléments en bois. Parce que, comme je vous expliquais précédemment, nos partenaires industriels n'auraient pas accepté qu'on soit strictement dans un bâtiment en ciment. Oui, c'est ça. Puis de bien les voir aussi, c'est important. Qu'ils soient apparents, etc. C'est important, effectivement. C'est ça, puis c'est avec des poutres aussi principales. Non, c'est vraiment beau. Puis là, on ne voit pas d'ici le revêtement extérieur, mais le revêtement extérieur, c'est un produit là, comment on appelle ça? Un produit de marque là, qui nous a été fourni gracieusement par Mébec. On va aussi dans le coin, un beau divan. Ça nous permet de parler de votre club social ici. Oui. Il y a une belle synergie dans votre équipe. Là. Oui, le club social, ça fait... Moi, j'étais arrivé, il existait déjà. Là. Okay. Ça fait plus de 10 ans que je suis ici. Le club social, en gros, il est financé moitié par l'employeur, moitié par l'employé. Et il s'occupe là, de gérer la machine à café. Vous avez vu le café expresso. D'ailleurs, je suis surpris que vous n'en ayez pas pris encore. Tantôt. Bon. On travaille fort. Là. Le club social aussi s'occupe d'organiser les parties de Noël, des fois des sorties genre cabane à sucre ou d'autres types d'activités. Vous avez vu qu'il y a un barbecue sur la terrasse. Oui. Alors, de temps à autre, on se fait
soit une épluchette de blé d'Inde, une dégustation de quelque chose. Alors, ça permet d'avoir une cohésion entre les employés puis la direction, puis c'est agréable. Puis ici, c'est un endroit peut-être pour prendre une pause aussi? Ouais, c'est un endroit pour prendre une pause. Des fois, si la température est moins clémente, le midi, les gens viennent causer ici après. Vous voyez, ça semble assez confortable. Puis j'adore votre vue. D'un côté, c'est le cégep avec les montagnes, et de l'autre côté, vous avez la rue ici qui est très passante. Oui, ça, c'est un point qu'on n'a pas discuté, mais stratégiquement, d'être à une distance où on peut aller à pied au CFL ou à l'Université Laval, ainsi que la visibilité sur le chemin Sainte-Foy, coin Robert-Bourassa. C'est un gros avantage en termes de visibilité d'être situé physiquement où est-ce qu'on est actuellement. Effectivement. Puis nous autres, on se demandait toujours c'était quoi cette belle bâtisse-là, là, mais là, on l'a su par le cégep, effectivement. C'est vraiment le fun à découvrir. Oui, oui. Alors, M. Durand, depuis tantôt qu'on en parle, on est au laboratoire de télédétection. Alors, peut-être nous présenter notre prochain intervenant? Oui, je vous présente le grand chef du laboratoire, Mathieu Varin, qui est un géomaticien. Mathieu est avec nous autres depuis 5 ans. Oui, 5 ans. Okay. Alors, Mathieu va vous présenter son équipe, puis je vais le laisser aller. Parfait. Alors, on y va. Mathieu, bonjour. Ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien. Oui. Alors, Mathieu, explique-nous, il y a quelques postes de travail, il y a des gens qui travaillent présentement. Explique-nous qu'est-ce que vous faites ici. Au laboratoire, on est une équipe de 5 chercheurs. On a un hydrogéologue, un géomaticien, plus sur la modélisation spatiale, par exemple, répartition de maladies comme la tique, la maladie de Lyme. Oui. On a ici Léo Pinchot, qui est notre forestier appliqué dans le laboratoire de télédétection. Aussi, on a derrière ici Raphaël Gadebois-Langevin, qui est un autre géomaticien aussi au laboratoire. Et au laboratoire, dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des technologies à la fine pointe pour caractériser la forêt. Par exemple, avec du LIDAR, qui est une technologie d'acquisition de données par un laser. Bon, on l'a expliqué il y a quelques émissions, mais peut-être la réexpliquer justement. C'est un espèce de drone qui est au-dessus, hein, c'est ça? Hein? Ben, c'est un capteur qui envoie un faisceau sur le sol. Donc, le capteur peut être montré sur un avion. Et ce laser-là donne une information sur la surface de la Terre. Donc, l'avantage principal, c'est que le faisceau pénètre la canopée, ce qui nous permet d'avoir une information très, très précise sur le sol et sur la végétation également. Donc, ça nous donne une micro-topographie qui permet de faire une foule de projets, d'études sur la topographie, sur la forêt aussi. Par exemple, pour étudier la hauteur des arbres, la densité et aussi au niveau du sol là, sur l'hydrologie ou l'hydrographie. Donc, dans votre cas, supposons que vous voulez aller cartographier un certain territoire, vous mandatez un LIDAR pour aller chercher les données, ou sinon, est-ce que les données peuvent être disponibles ailleurs? Comment ça fonctionne de ce côté-là? Oui, dans le fond, depuis quelques années, le ministère a décidé de faire l'acquisition, surtout le sud du Québec, de données LIDAR en zone forestière. Donc, ces données-là, selon où ce qui sont rendus dans l'acquisition, sont rendues disponibles à tout le monde. Tout le monde peut télécharger les données. Puis, vous autres, de votre côté, l'équipe, quand vous avez les données, vous faites quoi avec? Bon, on les traite. Hein? On les traite pour différents projets, dont l'hydrographie. Ce qu'on va faire, c'est une modélisation hydrologique. Donc, on va regarder en fonction du micro-relief comment un écoulement se comporte. Et ce que ça fait, c'est que avec les données qu'on avait actuellement, on avait, par exemple, un certain nombre de cours d'eau permanents. Avec notre modélisation, on en ajoute là, beaucoup plus, jusqu'à 2 fois, 3 fois plus sur le même territoire. C'est sûr que vous avez juste à un moment donné la photo de ça. Après ça, il faut aller sur le terrain, aller voir si, exemple, il n'y a pas eu des problèmes avec des tempêtes ou des choses comme ça. Ben, c'est ça. Le LIDAR, il donne une information très, très précise du sol. Le sol est bon. Cette donnée-là est bonne jusqu'à
théoriquement la prochaine glaciation ou quand il y a des perturbations comme une construction d'un chemin, par exemple. Donc, il faut aller voir sur le terrain si la modélisation qu'on a faite correspond encore à la réalité de terrain, parce que s'il y a eu des constructions de chemin, ça peut dévier des cours d'eau, par exemple. Donc là, c'est ça, on voit que vous êtes 3 ici, normalement vous seriez 5, donc il y a des gens qui sont sur le terrain présentement. Est-ce que vous allez souvent sur le terrain? C'est tout 50-50 ou... Non, c'est pas 50-50, c'est plus peut-être 1/10 du temps, là, mais on va pour tous nos projets sur le terrain. Principalement l'été et surtout de plus en plus le printemps parce qu'on est en période de recharge où il y a plus d'eau sur le terrain. Donc, les milieux humides, les cours d'eau, c'est intéressant d'aller les caractériser à ce moment-là. Puis vous autres, vous êtes en plein dans la nouvelle technologie, il faut le mentionner. On a un petit exemple ici à ma droite. Justement, peut-être nous l'expliquer, on fera la démonstration par la suite. C'est vraiment, on l'a déjà vu au cégep, c'est vraiment les lunettes qui font du 3D, tout ça. Oui, c'est un émetteur qui envoie un petit faisceau, là, le petit émetteur avec la lumière verte. Et avec les lunettes, ça nous permet de voir en 3D. Donc, c'est des couples d'images stéréoscopiques qui permettent de voir à une échelle assez fine la végétation et le terrain en général. Et ça nous permet, par exemple, d'identifier des essences forestières d'avance. Donc, avant d'aller sur le terrain, on peut aller voir quelle essence se situe dans notre territoire d'étude et une fois qu'on va sur le terrain, on valide, par exemple, la présence de ces essences-là. Ouais, ça te permet de voir la toponymie, de voir aussi peut-être certains détails là, qu'on doit, il n'y a pas de sentier, des choses comme ça. Oui, les chemins, les milieux humides aussi. Donc, ça, souvent, on s'en sert pour identifier des zones à aller valider sur le terrain. Et une fois qu'on va sur le terrain, on prend toutes ces informations-là ensemble et on produit nos modèles de cartographie d'essence, par exemple. Donc, une fois que ça c'est fait, sur un très grand territoire, des centaines de kilomètres carrés, on peut cartographier la présence d'essence forestière. Là, c'est sûr qu'on ne peut pas vous le montrer comme tel. C'est à cause que ça prend les lunettes. Là. C'est un détail. Mais je pense que tu as des petites vidéos là, démonstratives qui vont pouvoir nous aider là-dessus. Là. Oui, j'ai un petit vidéo où on voit le nuage de points 3D du lidar. Donc, on va voir les points qui se sont rendus au sol, les points sur la canopée. Et on a aussi une petite démo là, derrière moi pour voir un modèle numérique de terrain. Donc, ça, c'est le relief qui est représenté numériquement à partir du lidar. Et comment on a fait une modélisation hydrologique là-dessus. On va voir un peu en 3D comment l'écoulement est modélisé. Là, dans le fond, ce que tu me dis, c'est 1/10 du travail si vous allez sur le terrain. Ça veut dire qu'effectivement, la nouvelle technologie vous a beaucoup aidé dans votre travail. Là. Oui, puis c'est surtout que le terrain fait peut être sur un petit territoire, alors que le modèle numérique créé ou la modélisation créée se fait sur toutes nos données qu'on a. C'est des centaines, voire des milliers de kilomètres carrés. Donc, ça sauve beaucoup de temps, mais il faut toujours prendre des échantillons avant de faire le traitement et aller sur le terrain après pour valider. Pour valider si ce qu'on a identifié est réellement présent. Puis, dernière petite question. Après ça, quand vous avez terminé ici, vous envoyez ça à d'autres collègues. Comment ça fonctionne? Oui, c'est selon les projets. Mais chaque projet a un ou des partenaires. OK. Puis, par exemple, la démo qu'on a derrière moi sur la modélisation hydrologique, c'est un projet avec la CAPSA, qui est l'organisme de bassin versant de la rivière Sainte-Anne. Oui. Et ça, c'est un des projets où on a une recherche appliquée pour développer un produit. Et ce produit-là est remis à la CAPSA. Eux, ils s'en servent pour aller sur le terrain pour évaluer, par exemple, des lacs stratégiques qui vont trouver des zones de frayère pour où est-ce que nous, on a identifié des cours d'eau, par exemple. OK. Donc, c'est intéressant. Ça retourne directement aux OBV, comme on dit, pour justement leur aider dans leurs travaux futurs. Oui, exactement. OK. Donc, ce que vous voyez, c'est le modèle numérique de terrain avec une image en 3D.
Et le nuage de points que vous voyez apparaître, c'est acquis du lidar aéroporté. Donc, ça permet de voir qu'il y a une certaine structure verticale. Ce que vous voyez en bleu, c'est les arbres, les branches, les feuilles, etc. Et dans l'eau, on voit qu'il n'y a pas de point lidar 3D. Avec ça, on est capable de différencier la canopée du sol. Et en fonction de cette classification-là, on est capable de produire une topographie, une microtopographie et des modèles de canopée aussi. Alors, on est déjà rendu à la fin de notre première partie de voyage. On est au Cerfo, mais ici à Québec. On va aller sur le terrain dans l'ère prochaine ou peut-être les prochaines émissions. Alors, M. Durand, tout d'abord, on a peut-être quelques sujets qu'on aimerait ça jaser un petit peu plus longuement. Oui. Tout d'abord, vous voulez qu'on parle du volet faune du Cerfo. Oui. Il y a quand même un volet très important. Là. Oui, je vous ai mentionné tout à l'heure qu'on avait un bureau régional à Gatineau. Oui. Où on a l'expert qui nous représente là-bas, c'est M. Jean Fink, qui n'est pas ici aujourd'hui, qui est un expert en faune, en gestion faunique, là, qui a une grande réputation au niveau provincial. Alors, on fait beaucoup de mandats en faune. Je peux vous donner quelques exemples. Et il faut voir aussi qu'on intègre ça aussi avec le laboratoire de télédétection. Oui. Bon. Alors, des exemples là, de projets en faune... je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet de forêt de réserve qui est mené par Conservation Nature Canada avec Kenok, qui est en fait une créature de Google. Alors, le premier mandat qu'on a eu avec eux, c'était d'identifier les étangs vernaux pour certains types de batraciens, etc. Alors, vous venez de passer au laboratoire de télédétection. On a travaillé avec le LIDAR, les experts en biologie et en faune étaient sur le terrain. Alors, on a identifié, c'était le premier projet avec ce groupe-là, les étangs vernaux. Okay. On a des projets, par exemple, pour les espèces en voie d'extinction. Vous avez tous entendu parler, par exemple, du problème de la rainette faux-grillon dans la Montérégie, etc. Alors, on nous a demandé, nous, d'identifier partout dans la province les sites où il y avait de la présence de rainette faux-grillon. Alors, effectivement, je reviens avec la symbiose entre les différents départements. La rainette faux-grillon, ça s'installe dans des conditions hydriques spécifiques. C'est la plupart du temps des étangs ou des cours d'eau passagers. Alors ça, on trouve ça facilement avec le lidar. Oui. Bon, alors là, après, on compare, on va vérifier sur le terrain, on envoie des gens. Alors, on a beaucoup de projets, par exemple, sur l'aménagement de la tortue mouchetée, les espèces en voie de disparition, et nouvellement aussi sur les espèces envahissantes. Okay. Alors, avec les changements climatiques, les espèces envahissantes, ça va être une thématique qui va revenir plus souvent. Alors, on prend l'exemple du frêne actuellement, la grille du frêne. Alors, on fait une cartographie, on est en train de faire un projet de recherche de cartographie automatisée d'identification des frênes dans la région de Québec. Okay. Alors, ça va être une thématique avec les changements climatiques qui va revenir régulièrement. Puis le suivi d'espèces envahissantes. Puis effectivement, c'est des mandats qui sont donnés. On parlait de Conservation Nature Canada, tout ça, c'est des organismes qui sont provinciaux, fédéraux. Donc, ça devient des projets qui sont presque pan-canadiens. Oui, oui. Puis d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler tantôt. On est accrédité comme organisme de recherche par des organismes canadiens comme le CRSNG, la Fondation canadienne de l'innovation. Okay. Alors, on travaille beaucoup avec aussi des financements fédéraux. Tantôt, on parlait, entre autres, la CAPSA, les OBV. Est-ce que vous êtes beaucoup en contact avec eux aussi? Oui. Oui, puis surtout là, avec la nouvelle loi qu'il y a eu sur, la régulation sur l'hydrologie. Alors, on a eu des présentations récemment accompagnées de l'Université Laval. Et le projet de la CAPSA, c'est un peu un modèle là, dont les autres OBV veulent s'inspirer pour faire leur plan de gestion. Qu'on attend d'eux dans les prochaines années. OK. Bon, c'est très intéressant. C'est chez nous. L'autre chose, j'aimerais ça qu'on jase un petit peu plus longuement, c'est au niveau de la collaboration que vous avez avec le Cégep de Sainte-Foy. Vous êtes juste à côté. Mais c'est pas juste ça aussi. Et vos installations sont disponibles pour eux aussi. Oui, nos installations sont disponibles pour eux. On a des ententes avec eux. Par exemple, vous avez vu le laboratoire de télédétection. Il y a beaucoup de matériel de terrain
Je ne sais pas s'il y a l'intérêt de voir l'entrepôt où on range nos... Vous allez voir qu'on est assez bien équipés. OK. Bon, alors ça, automatiquement, ce qu'eux, ils ont, puis que nous, on a, eux peuvent prendre, emprunter, puis nous aussi, on peut là-bas. Okay. Évidemment, ici, on est plus technologique qu'au cégep, parce qu'on a accès à des financements qu'eux n'ont pas. Mais le principe, c'est que c'est partagé. Okay. Bon, l'implication du cégep, dans le bâtiment, par exemple, ce sont eux qui gèrent le bâtiment, parce que nous, on n'a pas vocation à gérer des immeubles. Des immeubles, c'est ça? Alors, c'est le cégep qui gère le bâtiment. Ils ont contribué au financement. Alors, on parle, là, le bâtiment ici, c'est un projet de 5 millions de dollars qui était financé à 80 par le MESI, par le programme d'aide de financement aux infrastructures de recherche. Okay. Alors, il restait un 20 qui donne 1 million à financer. Alors, le cégep en a financé à peu près 60 Ah oui. et le CIMI et le CERFO ont financé le reste, dans l'équité qui était nécessaire. Alors... c'était pas un petit projet, là. Ça a été une bonne aventure de 10 ans, vous l'avez dit tantôt. Oui. Ça a été, puis de revoir les plans plusieurs fois, ça a été vraiment une belle aventure. Oui, ça a été une belle aventure. À chaque fois qu'on voyait les plans, on devait parfois recouper quelques pieds carrés d'espace pour faire face à certaines exigences. Mais on est content, on est bien ici, puis je pense que nos partenaires l'apprécient aussi. Effectivement. J'aimerais qu'on parle aussi, tantôt, je vous disais, est-ce que s'il y a des gens, des individus qui ont des idées de projets, tout ça, est-ce qu'il y a un endroit où on peut vous parler? Oui. Bon, ceux qui ont des idées, la première chose, c'est que je vous inviterai à aller visiter notre site Internet. OK. Si vous tapez CERFO sur n'importe quel site de recherche... ça va sortir. Ouais. Ça va sortir. Ouais. Alors là-dedans, vous avez... toute l'équipe est présentée avec les adresses courriels. Il y a des adresses courriels comme info@cerfo.qc.ca. Alors, si vous allez sur notre site Internet, vous avez des idées, vous allez avoir toutes les façons de pouvoir communiquer avec nous. Et puis, c'est rare qu'on refuse les bonnes idées. Effectivement. En terminant, j'ai le goût de vous en aller sur... je pose pratiquement cette question-là à tout le monde quand je fais des visites. Comment vous voyez le futur de la forêt dans 5, 10, 15 ans? Vous êtes dans la grosse technologie, là. Ça veut dire que je pense qu'on s'en va vers là. Oui. Mais là, je pense que, comme je vous dis, le problème majeur, c'est qu'on s'en va vers une pénurie de main-d'œuvre. Alors ça a été identifié par tous les intervenants forestiers. Alors, si je prends l'exemple là, des entrepreneurs à travaux civicoles, ils sont rendus qu'ils comptent sur l'immigration pour embaucher des gens. Ouais. Ce qui était un secteur ingrat auparavant, je peux vous donner là, des exemples que il y a des entrepreneurs sylvicoles, que quelqu'un qui ne gagne pas 2000 par semaine sur des travaux à forfait, il n'aime autant pas les embaucher. Alors, ils préfèrent que les gens gagnent bien leur vie. Par contre, ils demandent la production. On va manquer de gens pour faire les inventaires sur le terrain, etc. Alors, on doit prendre le tournant technologique rapidement. Puis c'est ça qui s'en vient dans les prochaines années. Le métier de garde forestier, de technologiste forestier va être modifié considérablement. Puis les ingénieurs forestiers aussi. Alors, le métier va être modifié considérablement dans les prochaines années. Puis on doit prendre le tournant rapidement. Parce qu'avec la pénurie anticipée de main-d'œuvre, on va affecter sérieusement le secteur forestier si on ne réagit pas maintenant. J'ai même vu qu'éventuellement, on va faire l'abattage à distance aussi, par télécommande. On pourrait dire. Oui. Si on peut téléguider des missiles, on peut opérer des abatteuses de la même façon. Alors, écoutez, maintenant, dans les opérations forestières, les abatteuses ont des GPS. Bon, alors maintenant... Quand autrefois, on devait rubaner pour protéger les ruisseaux. Maintenant, le GPS dans la batteuse a la carte avec les secteurs à éviter qu'elles sont rendues. Bon, si on a travaillé antérieurement avec le LIDAR, sur la carte, c'est indiqué qu'on ne peut pas rentrer là. Alors, c'est rendu très technologique. Puis effectivement, vous êtes dans cette nouvelle tendance-là. Oui. Donc, vous, ici, là, c'est tout neuf, là, mais je veux dire, est-ce qu'il y a encore des équipements qui pourraient rentrer pour vous aider ou si vraiment vous êtes à la fine pointe? Là? On n'est jamais assez à la fine pointe. On a commencé à équiper le laboratoire il y a 3 ans.
Et on a déjà des plans pour le mettre à jour, le moderniser. Bon, vous comprenez que quand la prochaine étape, on est rendu qu'on a commencé à toucher à l'intelligence artificielle, ça veut dire des tonnes et des tonnes de données. Alors, il va falloir acquérir des nouveaux serveurs, avoir les logiciels en conséquence. Alors, c'est jamais terminé. On ne peut pas dire qu'on est tout à fait à jour. Non, on va toujours devoir mettre à jour. Puis, on prévoit de toute façon dans la gestion de nos équipements que les amortissements soient faits pour les remplacer, les mettre à jour, etc. Mais la façon dont les choses évoluent actuellement, il va toujours falloir investir là-dedans. Ben, en tout cas, un gros merci pour cette visite-là. C'était passionnant. Un beau voyage dans le futur, c'est ce qu'on a dit. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et puis, ne vous gênez pas si vous voulez revenir. On sera toujours heureux de vous accueillir. Merci.